Amis de la police, amis du café, amis d'au poste, amis de la tendresse utopique, tel que nous a écrit l'autre jour un fidèle au poste, eh bien bonsoir, il est presque 21 heures, un peu plus de 21 heures, et nous recevons aujourd'hui un copain, on peut dire ça comme ça, même si on s'est peu vu, mais pour lequel j'ai beaucoup de respect, Pierre Douillard-Lefebvre, auteur de Nous sommes en guerre, terreur d'État et militarisation de la police. Bonsoir, non, il y aura pas de théière au poste. Alors ça, les enfants, il y aura jamais de théière au poste. La coiffure, c'est sortie de douche. Voilà. En 2014, Pierre a participé à la création de l'Assemblée des blessés. Et c'est donc l'autre caractéristique importante de ce livre, c'est que Pierre écrit, comme il le dit, depuis les luttes. Par rapport à la rapide présentation que tu as faite, merci. Ouais, je suis chercheur en sciences sociales à Nantes, mais effectivement, je travaille depuis directement un point de vue d'une personne qui a été touchée par ces armes-là. On va y revenir. Et pour répondre rapidement à ta question, tu as raison. Nous, on fait partie de différents collectifs avec l'Assemblée des blessés qui tirons la sonnette d'alarme, proposons des analyses, proposons un peu une connaissance du maintien de l'ordre depuis maintenant quasiment 10 ans. On s'est retrouvé pendant longtemps un petit peu à hurler dans le désert sur ces sujets-là, hein, quand même, notamment au moment de la vague de communion antiterroriste à partir de 2015. Bon, bah, comme tu le sais, depuis 2018, la question des violences d'État a été mise sur le devant de la scène massivement. Néanmoins, évidemment, on est content que enfin ces violences d'État soient reconnues très largement, même si c'est un petit peu dommage qu'il ait fallu des rivières de sang pour en arriver là. Mais effectivement, moi j'ai sorti un premier bouquin en 2016 qui s'appelait L'arme à l'œil. Qui était un petit essai, hein, assez court sur la question du maintien de l'ordre à un moment où il y avait finalement pas grand-chose qui était proposé en dehors du travail excellent de Mathieu Rigouste, qui bosse aussi sur ce Bien sûr, sujet-là. bien sûr. Et donc depuis la sortie de ce livre, qui a été assez rapidement épuisé, il s'est passé énormément de choses. Et finalement, la plupart des constats qui étaient énoncés et des alarmes qui étaient énoncées dans le premier ouvrage, non seulement ont été confirmées, mais elles ont été largement dépassées, très très largement dépassées. Là, on est au-delà de toutes les prévisions les plus alarmistes des dernières années. Donc, première chose, actualiser ce travail-là, hein, proposer, comme tu le disais, une radiographie complète, mais surtout l'éclairer avec un angle nouveau. Et c'est là que peut-être ce livre se démarque et que j'invite là nos spectateurs et spectatrices à regarder dedans. C'est que Alors on ce dit tweet livre, chose, s'il te plaît. Ou toute moi j'ai pas chasse, encore, je sais pas comment on j'ai dit. pas encore le lexique. Et donc évidemment, faire des constats, c'est formidable. Ou comme je dis dans le livre, diffuser des vidéos, des recensements, etc. De violences policières, c'est important, c'est un travail essentiel. Mais maintenant, on n'en est plus au niveau de l'indignation et du constat, on en est au niveau de s'organiser, de proposer des pistes pour résister à ça. Je voudrais démarrer évidemment d'abord sur le titre Nous sommes en guerre. Tu reprends Emmanuel Macron dans sa déclaration lors du premier confinement tu nous dis, page 12, que il s'agit d'abord d'une démonstration d'un spectacle. L'État policier maîtrise l'espace comme jamais. Il s'agit aussi d'un test. Les drones, les hélicoptères et les checkpoints étaient déjà prêts avant la pandémie, imaginés dans les cabinets ministériels, préparés par l'état-major policier. Ils ne sont pas apparus d'un coup. La crise permet d'expérimenter des moyens qui n'auraient pas été approuvés en temps normal. Les stratèges du pouvoir nomment cela l'acceptabilité sociale. Ça, c'est le début du bouquin et c'est ta thèse. Et donc, nous sommes en guerre, c'est un retournement de stigmate, si je puis dire. C'est la phrase de Macron que tu prends à ton compte. Alors tout à fait, on a trouvé ce titre avec l'éditeur parce que évidemment cette citation, elle illustre parfaitement le phénomène de militarisation du maintien de l'ordre. Quand je dis militarisation, c'est l'armement accru de la police, c'est l'effacement progressif d'un conflit militaire
euh, vis-à-vis d'un conflit civil, c'est-à-dire qu'on a un effacement progressif de la frontière entre ces types de conflits extérieurs et intérieurs, armés et policiers. Donc ça, c'est la première chose. Donc nous sommes en guerre et surtout, je voulais insister sur le fait que la violence d'État, la militarisation, la brutalisation de la société, elle est toujours préparée par les discours, par les mots des puissants, par les mots des décideurs. Et donc quand on a un président qui répète 7 fois nous sommes en guerre, ça fait partie de ce registre-là, mais il n'y a pas que ça. On se rappelle de Manuel Valls qui parlait de guerre de civilisation au moment de l'état d'urgence de 2015. On a eu une série de responsables politiques qui parlent de guerre, de conflit en permanence, et il suffit même de regarder encore très récemment les polémiques avec les syndicats policiers ou le ministère de l'Intérieur qui parlent en permanence d'assaillants, de belligérants pour parler des manifestants, etc., etc. Donc on a un gouvernement qui développe une rhétorique de guerre et qui se met en position de faire une guerre à sa propre population. Et donc cette question sémantique, elle est très importante, cette question du discours, parce qu'elle participe d'un combat culturel pour faire accepter l'augmentation des violences d'État. Un des tout premiers chapitres s'intitule Laboratoire de la peur, avec un S à laboratoire. Tu démarres évidemment par les quartiers populaires. Si je puis dire, des choses assez connues finalement que tu resitues parce qu'il faut évidemment les resituer parce que c'est l'origine du mal, c'est l'origine de la terreur, elle est là évidemment, mais ce que je trouve intéressant, c'est que alors tu pointes aussi, je t'en ferai parler quand même de l'immigration et des mouvements sociaux, mais il y a ce que tu appelles le stade disciplinaire, page 73. Donc peut-être avant même de parler de l'aspect maintien de l'ordre sur les questions sportives, peut-être que tu veux introduire ce chapitre, les laboratoires de la peur. C'est ça, donc ça c'est une question très importante, parce que comme on le disait il y a quelques minutes, aujourd'hui cette violence d'État, elle s'adresse à tous. C'est-à-dire qu'on a eu des pompiers qui ont été blessés par la police l'année dernière. On a eu des infirmières qui étaient gazées. On a des enseignants qui sont gazés. On a y compris parfois de simples passants au moment des Gilets jaunes qui ont reçu des balles en caoutchouc dans le visage ou dans le corps. Donc cette violence d'État aujourd'hui, depuis 2018, elle s'adresse à des pans extrêmement larges de la population. Mais en fait, pour généraliser cet armement et ces pratiques de maintien de l'ordre, il a fallu d'abord les expérimenter dans ce qu'on peut appeler des laboratoires de la répression, des laboratoires du maintien de l'ordre. Et ces laboratoires, ce sont les marges, une série de marges de la société sur lesquelles ce qu'on appelle l'état de droit, ce que la République française a construit comme la notion d'état de droit ne s'applique pas. Alors, ces marges de la population, c'est des catégories de la population qui sont déjà classées comme indésirables, qui sont déjà classées notamment par les discours ambiants, hein, comme des racailles de banlieue, des sauvages, des ultras, des hooligans, etc., etc. Et donc, c'est important de comprendre que si on en est arrivé là, aujourd'hui, c'est parce que depuis 20 ans, 30 ans, ce maintien de l'ordre, cette répression, cette violence d'État, elle s'est entraînée, elle s'est exercée dans une indifférence quasi générale sur des marges et des périphéries. Donc évidemment, le premier de ces laboratoires, il est très important, c'est les quartiers périphériques, hein, les banlieues, qui sont désignés comme les habitants des banlieues qui sont désignés comme des ennemis intérieurs depuis plusieurs décennies et contre lesquels on a expérimenté tout un tas de dispositifs, hein, notamment les brigades anticriminalité qui sont d'abord testées dans les banlieues parisiennes avant d'être généralisées sur tout le territoire. Ces brigades anticriminalité qui sont elles-mêmes issues des brigades nord-africaines et des brigades de police spécialement réservées aux populations d'origine maghrébine et plus généralement d'origine étrangère. Dans les quartiers, on utilise les premiers drones de surveillance dès les révoltes de 2005. On utilise les premières stratégies d'encadrement, de quadrillage du territoire et évidemment les premiers flashballs, puis les premiers LBD, etc. On utilise assez rapidement ce nouvel armement très vite dans les quartiers. Il y a par exemple un père de famille qui perd un œil dès 1999. À l'époque, personne n'en parle. Hein, il va falloir attendre les manifestations pour qu'on commence à parler du flashball. Hein, il faut que la police l'utilise contre les manifs. Ça, c'est la première chose. Et pour te répondre, il y a un autre type de laboratoire. Hein, donc, il y a une série de 5 ou 6 laboratoires hein, dans le livre. On va peut-être pas faire un résumé complet.
Mais sur le stade, c'est important cette question-là parce que le stade, moi, c'est un monde dont je ne suis pas familier. C'est un monde que je connais pas spécialement. Je suis pas forcément fan de foot, mais en recensant les personnes mutilées par la police et en rencontrant des personnes blessées, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait tout un tas de personnes qui avaient été mutilées aux abords des stades et qui étaient supporters de foot. Voilà. Et donc, Alors, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ton livre est basé, mais de manière très fine, sur des témoignages de mutilés, de blessés, de tous horizons, et que tu prends cette matière, ces témoignages, pour dessiner en fait un historique de cette violence d'État qui vient de loin en réalité. Voilà. Et là-dedans, il y a effectivement ce que tu appelles le stade disciplinaire, alors petit jeu de mots bien fait, sur le fait que y ait eu une répression qui s'est abattue sur les supporters, répression dont à peu près tout le monde se contrefoutait, sauf peut-être sauf les premiers intéressés, et dont tu nous rappelles qu'en 2019, page 73, le Premier ministre Édouard Philippe promet une interdiction administrative de manifester en disant s'inspirer des interdictions de stade, des interdictions existantes. tout à fait. Donc ça, c'est pour ça que c'est important parce que contre le monde du football et contre le monde des supporters, l'État expérimente depuis quasiment 20 ans des stratégies de répression. Donc il y a évidemment un usage de balles en caoutchouc, de grenades assez régulier. Donc il y a plusieurs supporters qui ont perdu un œil, par exemple, notamment Castille, un supporter qui s'appelle Castille à Montpellier, avec qui on travaille, qui est un ami. Et il y a des dispositifs de coercition, de contrôle des corps. Ce contrôle des corps, c'est évidemment dans le stade, avec des processus de caméras de surveillance, de reconnaissance faciale, mais c'est aussi en amont avec le dispositif d'interdiction de stade. Alors, ce dispositif, il est simple. L'État a créé des fiches de supporters d'ultra classés comme un peu turbulents, comme un peu gênants. Et donc, sur la base de ces fiches collectées par la police, les services de renseignement, il y a des interdictions de stade, c'est-à-dire que les supporters fichés sont obligés d'aller pointer au commissariat au moment d'un match de foot. Donc, ils sont interdits d'accéder à l'enceinte de l'arène sportive parce qu'ils sont considérés comme pouvant potentiellement être turbulents, violents, etc. Donc ça, c'est important parce qu'on est dans la justice prédictive. Il n'y a pas de décision de justice, il n'y a pas de délit, mais on sanctionne par anticipation. Gérard 91 te demande, revient un petit peu en arrière et te demande est-ce que les colonies n'ont pas été les premiers laboratoires de la répression? C'est ça. Alors, tout à fait, c'est une excellente remarque. Alors, non, attends, Pierre, je t'arrête. Ici, on n'est pas chez les cons. Toutes les remarques sont bien, toutes les questions sont judicieuses, on est bien. Tu peux répondre directement. Je t'en prie, vas-y. Donc oui, ça c'est très important parce que comme vous le savez peut-être, la France dispose d'un savoir-faire reconnu internationalement dans le maintien de l'ordre. La France a élaboré des techniques de contre-insurrection et notamment, évidemment, dans les colonies et en particulier en Algérie durant la guerre d'Algérie, avec déjà à l'époque des doctrines de quadrillage d'un quartier, de terrorisation de la population, de disparition, mais aussi dans l'arsenal contre-insurrectionnel, on le verra peut-être tout à l'heure, de propagande. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois frapper une catégorie de la population et séduire le reste de la population pour isoler en l'occurrence là les anticolonialistes algériens du reste de la population algérienne. Et on verra que c'est une doctrine qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Et donc, effectivement, l'État français a expérimenté massivement des techniques de terreur, de contre-insurrection dans ses colonies et les a importées sur le territoire métropolitain. Et on peut parler, en quelque sorte, d'endocolonisation, de colonisation de l'intérieur, puisque la police française perpétue des pratiques coloniales dans certains quartiers. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, il y avait des brigades spécialement conçues pour mater les colonisés et les fils et filles de colonisés, donc notamment la brigade nord-africaine en banlieue parisienne qui allait semer la terreur dans les bidonvilles de Nanterre, etc. Un autre laboratoire plus évident, donc à mon avis on peut aller assez vite
c'est l'immigration. Mais là, j'ai deux choses. D'abord, il y a quand même, à partir du moment où tu parles de l'immigration, il y a la question des armes, et notamment il y a la question des canons à son. Est-ce que en Grèce notamment, me semble-t-il, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, puisque un de tes faits d'armes, c'est d'être quasi expert en armes, en armes de la police, c'est-à-dire que tu connais très très bien. Vous êtes quelques-uns en fait en France. Il y a Maxime Régnier, il y a les gens de Désarmons-les dont tu es proche. Il y en a d'autres. Et toi particulièrement. Alors il y a notamment cet usage à la frontière de l'Europe des canons à son contre les migrants. C'est quoi un canon à son? Comment ça fonctionne? Depuis quand ça existe? Et qu'est-ce que ça veut dire du monde dans lequel on est? Alors effectivement, c'est important de rappeler que les frontières, les zones de passage des réfugiés, des exilés, sont toujours des zones d'expérimentation du contrôle des corps et de répression. Il y a eu l'usage notamment de LBD à la frontière sud de l'Espagne. Vous savez, l'enclave de Ceuta et Melilla. La Guardia Civile espagnole a tiré des balles en caoutchouc sur des exilés qui nageaient, provoquant leur noyade. Il y a évidemment la situation à Calais, mais on pourra y revenir. Et effectivement, aux frontières est de l'Europe, au niveau de l'entrée en Grèce, on a l'Union européenne qui a financé à coût de millions d'euros des canons à eau, alors des canons à son, pardon. Alors c'est une arme, comme souvent pour les armes de maintien de l'ordre, en tout cas les nouvelles technologies dites non létales ou sublétales ou à létalité atténuée, c'est des armes qui sont empruntées aux Américains, aux États-Unis. Donc le canon à son, ça fait des années qu'il est utilisé dans des grands événements aux États-Unis. C'est une arme, le son comme arme, utilisé comme arme pour faire mal, pour désorienter. Vous savez que l'oreille interne, c'est ce qui permet de s'orienter, de se tenir debout, etc. Un son extrêmement puissant, extrêmement strident, ça peut désorienter quelqu'un, le faire tomber, voire le faire tomber dans les pommes. Donc c'est une arme qui a été expérimentée aux États-Unis, sauf que là-bas il y a eu des combats et le canon à son a été, j'ai plus l'acronyme, mais c'est Less Lethal Weapon Sound ou quelque chose comme ça. Le canon à son a été considéré par un tribunal new-yorkais comme une arme potentiellement létale, tellement la puissance utilisée par ces canons est forte, élevée. Et donc on a à présent en Europe, aux frontières de l'Europe, des canons à son qui vont être testés pour désorienter, faire peur et repousser des exilés qui tentent de traverser la frontière. Ce dispositif, il va être couplé avec tout un tas de technologies biométriques proprement dystopiques. Ça va de la reconnaissance thermique pour repérer directement le corps des exilés qui potentiellement se cacheraient. C'est déjà utilisé notamment dans les Alpes par la gendarmerie française. Il y a des dispositifs biométriques avec l'empreinte digitale, etc., etc. Donc oui, l'immigration est un marché pour le maintien de l'ordre, est un laboratoire, et un laboratoire qui sans doute va être de plus en plus important avec les crises peut-être climatiques, sociales, économiques, politiques qui vont arriver dans les années à venir. Dans le chapitre sur les intitulé Chemin d'exil, page 95, là je vais avoir une petite critique. Ça commence. Mais gentil, amical. Le lundi 23 novembre 2020, l'expulsion brutale d'un campement d'exilés sur la place de la République à Paris fait scandale. Elle se déroule au cœur des quartiers privilégiés de la capitale, sous les yeux de nombreux journalistes. L'opération est pourtant tristement banale. Alors, pourquoi je critique un peu, c'est parce que à plusieurs moments dans ton livre, au demeurant qui est super, je le remonte, je le recommande, il est pas cher, vous pouvez l'acheter avec le bag chez l'éditeur, attendez, regardez, je vais vous le remontrer. À plusieurs moments, quand même, dans ton bouquin, je sens comme une gêne, je vais le dire brutalement, à l'idée que ces questions-là, celles dont tu es en train de nous parler, avec beaucoup de précision, encore une fois, et beaucoup de rigueur, une gêne à voir ces questions déborder le cadre militant et aller
au-delà, c'est-à-dire aller un peu dans la société, dans le monde médiatique, politique et ailleurs. Est-ce que je me trompe ou pas? Ah oui, Quand, oui, quand, quand... je pense que tu te trompes parce que je fais justement pas partie. Alors, tu pointes un vrai sujet hein, dans le militantisme. On a souvent tendance à vouloir être entre guillemets propriétaire d'une idée ou être dans un précaré radical, etc. Et au contraire, je partage tout à fait ton approche ou celle d'autres personnes qui essayent de populariser une question. Et moi, je pense au contraire que tout ce qui peut développer et rendre plus puissante une idée, en tout cas de notre bord politique, puisqu'on voit qu'on est en train de vivre un échec et un désastre politique total. Mais bon, je digresse. Au contraire, tout ce qui peut déployer nos idées plus largement dans la population est bon à prendre. Que ce soit un film, que ce soit un livre, que ce soit un graffiti, une chanson. D'ailleurs, mais on y reviendra sur les pistes de résistance. Au contraire, populariser nos mots d'ordre, populariser nos connaissances et notre savoir, ça me semble central. Là, le passage que Je tu cites, cite. je vois ce qui te gêne. En réalité, c'était pour reprendre l'idée d'un comment dire, d'une épiphanie. Vous savez, le mot épiphanie, ça veut dire révélation, prise de Absolument. conscience. Et donc, quand les policiers ont rudoyé des exilés en plein cœur de Paris, et je pense quelque part que c'était aussi euh, l'objectif des associations de montrer, regardez le sort réservé aux exilés, ceux qu'on ne voit pas, c'était de montrer, mais regardez, en fait, ça se passe sous vos fenêtres, etc. Et donc c'est ça que je voulais dire, c'est que cet épisode très médiatisé, il faut pas oublier qu'il se produit quotidiennement à Calais, qui se produit quotidiennement aux frontières, etc. De la même manière que les violences policières qu'on a vues contre les Gilets jaunes, qui sont gravissimes, qui sont scandaleuses, etc., elles ont été testées préalablement sur tout un tas d'autres catégories de la population, notamment les quartiers. C'est juste ça que je veux dire. Tu parlais des gilets jaunes et page 111 justement sur la question des toujours dans les laboratoires de la peur. Après, on passera à un autre chapitre. Tu écris page 111, quel que soit l'endroit, la ville, le village ou le rond-point, il n'y a pas de famille engagée dans le mouvement des Gilets jaunes qui ne compte au moins l'expérience d'une blessure par la police, d'une cellule de commissariat, de la brutalité d'un interrogatoire ou du frisson d'un procès. La puissance de cette vague de colère a été contenue, mais pas asséchée pour autant. 2 points, ces traces sont indélébiles. On voit que c'est bien écrit. C'est bien écrit ce bouquin. Non, ça fait plaisir. Je veux dire, il y a des bouquins de sociologie qui sont un peu plus lourds, quoi. Où on comprend pas forcément où l'auteur veut en venir, où c'est alambiqué, etc. Là, c'est to the point. Mais cette question-là, je la trouve extrêmement intéressante. Est-ce que tu peux, si j'étais ton éditeur, je te dirais bon, rajoute une page. Alors maintenant, c'est le moment. Rajoute quelques éléments. Tu crois réellement que la révélation, l'épiphanie, pour reprendre le terme que tu as employé tout à l'heure, sur la question de la nature de la police, peut avoir modifié, pour une partie de la population qui n'était pas habituée à ça, son regard sur la police? Et est-ce que tu penses que c'est un changement qui est durable? Alors là, c'est très manifeste qu'il y a un avant et un après gilet jaune, hein, parce que ce qu'on a vu sur les ronds-points, ce qu'on a vu dans les rues des grandes métropoles, c'est Monsieur et Madame tout le monde, c'est des classes moyennes ou des classes populaires, souvent contraintes d'habiter dans les zones périurbaines par la métropolisation, par tout un tas de logiques d'urbanisme complètement absurdes, mais c'est pas le sujet ce soir, mais on pourrait en parler longtemps, hein, de ce qui a créé en fait parce que c'est une crise urbaine avant tout, hein, la crise des gilets jaunes, une crise de la mobilité. Bien sûr. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que c'est Monsieur et Madame tout le monde qui sont contraints à avoir une vie impossible, puisque forcés d'utiliser la voiture par la destruction des services publics de transport, par l'étalement urbain, par la construction de grandes surfaces toujours plus titanesques en périphérie des grandes villes, etc. Bref, qui étaient dans la rue et qui chantaient la police avec nous hein, les premiers samedis. Et face à ces gilets jaunes, on a un État qui a été immédiatement extrêmement répressif. Hein, je crois que dès le 17 novembre à Quimper, on a un homme qui prend un tir de LBD en plein visage. Le 17 novembre 2018 à Nantes,
Bon, après il y a une particularité locale, mais bon, il y a la police qui tire des grenades sur le périphérique de Nantes. Et après, ça va aller crescendo. Et ce qui a été assez bouleversant, moi, je suis allé voir le 24 novembre, donc l'acte 2, à proximité des Champs-Élysées. C'est à la fois une puissance insurrectionnelle incroyable, c'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on entend dans les manifs syndicales, vous savez, ou alors ça va péter, pour absolument jamais tenter de sortir des sentiers battus. Là, on avait des personnes sincères qui croyaient réellement. Et quand ça chantait on va te chercher chez toi à Macron, le but était réellement d'aller le chercher chez lui. Et quand il y avait des tracts extrêmement simples qui disaient on bloque le pays, c'était pour le bloquer. Hein, il y a eu des grandes surfaces entièrement paralysées. Donc, ce qui s'est passé, c'est que face à ce mouvement d'une puissance insurrectionnelle et d'une spontanéité inédite, l'État a eu très peur, a poussé le curseur de la violence quasiment à son maximum immédiatement. Et donc, oui, je suis persuadé que là, il faut imaginer que c'est plusieurs milliers d'arrestations dans les 3 ou 4 premières semaines. C'est-à-dire que il y a plusieurs milliers de familles pour les fêtes de Noël qu'avaient le tonton ou le cousin ou le frangin qui avait fait une garde à vue ou qui avait reçu un impact d'une grenade de désencerclement ou voire même certains qui ont passé les fêtes derrière les barreaux. C'est ça qui s'est passé en 2018. Alors c'est pour ça que je dis qu'elle laisse des traces indélébiles parce que le gouvernement a eu une victoire à la Pyrrhus, hein, c'est-à-dire une victoire où finalement il a réussi à contenir la révolte, à contenir cette onde insurrectionnelle, mais il n'a pas réussi à gagner la bataille. Et là, l'image de la police et du gouvernement est irrémédiablement détruite, en tout cas pour ce peuple, hein, ces catégories de population qui se sont vraiment constituées en peuple au moment des Gilets jaunes, en peuple révolutionnaire. Est-ce que tu veux nous montrer des choses ce soir? Voilà, alors c'est important de développer une connaissance, une expertise populaire entre guillemets des armes de maintien de l'ordre parce que le gouvernement fait tout pour maintenir l'opacité sur les outils qui sont utilisés contre nous. Donc avec l'Assemblée des blessés, avec des armes-en-lait, nous on collecte les armes de la police pour pouvoir être capable d'expliquer leur propriété et leur histoire. Donc là, j'ai amené quelques petits... L'Assemblée des blessés, l'Assemblée des blessés en 2 mots, c'est un collectif qui rassemble des gens qui ont été... Ouais, c'est une fédération, en fait, en quelque sorte, de collectifs de personnes blessées, mutilées par la police. Et donc, ça rassemble des personnes très différentes. Hein, comme je vous l'ai dit, ça va du supporter de foot au squatter qui a perdu un œil, au lycéen blessé, etc. Donc, nous, on travaille donc sur ces armes-là pour être capable justement de faire un contrepoids dans ce combat culturel et médiatique. Et donc, je vous ai amené quelques... Je fais une présentation comme ça, je les montre. Hein. Vas-y. Donc, je vais commencer par le plus simple, le plus classique, ce que tout manifestant a déjà vu, la grenade lacrymogène. La grenade lacrymogène, on voit la fabriquée par la firme Nobel Sécurité. Hein, donc ça, c'est une grenade qui permet de tirer à 200 mètres, puisqu'il y a un propulseur ici, un dispositif propulseur qui va jusqu'à 200 mètres. Donc, vous voyez, une grenade, quand elle est tirée à 200 mètres, elle est envoyée avec une très grande puissance. Et donc, le principe, tout le monde connaît à peu près. Le principe, c'est que la grenade s'ouvre, libère des palets de lacrymogène, 6 ou 7 selon le modèle de lacrymogène, qui se diffusent dans l'air. Alors, même si tout le monde connaît, c'est important d'en parler un peu. Non, attends, Pierre, ici, il y a sans doute des gens des services ou de l'IGPN qui savent pas comment ça marche, donc qui le regardent. Donc c'est bien, éducation populaire pour tous. On va prendre le temps de leur expliquer. Oui, on prend le temps, nous on a tout le temps, Donc voilà, et donc c'est important d'évoquer cet usage de lacrymogène parce qu'il y a une formule que je reprends, que j'avais vu utiliser ailleurs, l'idée d'une lacrymocratie. Parce que la grenade lacrymogène, ça paraît inoffensif comme ça, mais d'une part, on n'a jamais eu accès aux effets médicaux à moyen et à long terme de ces grenades lacrymogènes. Il n'y a jamais eu d'études. L'État, pourtant, a forcément réalisé des tests et des essais. On n'a pas eu de résultats. Alors, il faut aller jusqu'au Chili pour voir des études faites sur ces questions-là, avec des alertes notamment sur le corps des femmes, parce que cette molécule, hein, le gaz CS, pourrait provoquer
faire du mal au cycle menstruel, voire provoquer des fausses couches à des manifestantes lors des mobilisations au Chili qui ont eu lieu l'an dernier. Et en France, pour y revenir, il y a quelques scientifiques indépendants qui ont essayé de bosser sur le sujet, mais c'est très compliqué. Et en France, on a un usage exponentiel de la grenade lacrymogène. Un mouvement social classique avant les années 2000, c'était quelques dizaines de grenades lacrymogènes qui étaient tirées. Peut-être que si ça chauffait vraiment dur, on en tirait une centaine. À partir de Notre-Dame-des-Landes, on est sur plusieurs milliers de grenades lacrymogènes qui sont tirées. La grande manif anti-aéroport de Nantes en 2014, c'est 2200 grenades lacrymogènes tirées en quelques heures. La manif du 1er décembre 2018 à Paris, rien qu'à Paris, c'est 10 000 grenades lacrymogènes tirées en quelques heures. 10 000 grenades lacrymogènes. Les expulsions de Notre-Dame-des-Landes en 2018, en une semaine d'expulsion, 13 000 grenades qui sont tirées dans le bocage nantais. Donc vous voyez, on est sur des proportions considérables, exponentielles, avec un usage là qui souvent frôle la létalité, puisque le but n'est plus de repousser des gens, mais de les saturer en gaz, de les asphyxier, de les punir, de leur faire mal. Deuxième type de grenade, malheureusement bien connue, c'est la grenade GLIF4, la GLI, malheureusement connue parce que c'est une grenade explosive qui peut arracher un membre. Et ces grenades GLIF4 sont utilisées depuis plusieurs décennies, et donc elles ont pour propriété de contenir une munition à l'intérieur. Il n'y a pas d'explosif dedans, je précise, de contenir une munition à base de TNT. Donc un explosif également utilisé dans un conflit militaire. Donc cette GLIF4, elle s'appelle grenade lacrymogène instantanée, elle porte très mal son nom. Donc elle contient une charge explosive et une charge de CS, donc de composés lacrymogènes purs. Et donc son but est d'avoir un effet, ce que les policiers et les gendarmes appellent un effet combiné, à la fois explosif, assourdissant et lacrymogène. Et donc ça peut, évidemment, si ça arrive à proximité d'un pied ou d'une main, arracher le membre, ça peut crever des tympans, ou ça peut désorienter, faire tomber quelqu'un au sol à cause du souffle. Alors ces grenades-là, elles ont été utilisées par centaines à Notre-Dame-des-Landes, et propulsant d'ailleurs parfois des éclats, des petits éclats très profondément dans les chairs. Elles ont été utilisées encore plus massivement contre les gilets jaunes. Et donc, comme on le disait tout à l'heure à propos de la découverte, entre guillemets, des gilets jaunes vis-à-vis de la police, moi j'ai vu malheureusement des gilets jaunes s'approcher pour taper dans ces outils-là, parce que en fait, quand on connaît pas les armes de maintien de l'ordre, eh bien, on ne peut pas se douter de la violence d'un ustensile pareil. Alors, il faut quand même dire que cette grenade a été retirée des stocks et de la police et de la gendarmerie. Ça avait été annoncé par Castaner. Je me souviens qu'à l'époque, quand il a fait cette annonce, beaucoup l'ont salué, moi le premier, parce que c'est quand même pas anodin qu'une arme cataloguée arme de guerre soit retirée. Mais ça a été remplacé par une autre grenade, celle de Redon notamment. J'ai plus son nom, GM2L, je crois. GM2L. C'est ça. Grenade modulaire à double effet. Donc voilà, j'allais y venir. Merde. Merde alors. Donc, voilà. Donc on est. Alors achetez son livre et vous aurez avec le livre. On est là typiquement sur une escroquerie communicationnelle assourdissante, hallucinante, puisque donc Christophe Castaner, l'inénarrable Christophe Castaner, a annoncé le retrait épuisé. C'est-à-dire que la police et la gendarmerie ont terminé leur stock de grenades GLIF4 explosives, notamment contre les gilets jaunes. Et donc le stock arrivant à épuisement, cette grenade est venue la remplacer, la GM2L, donc je le redis, grenade modulaire à double effet. Donc double effet, c'est lacrymogène et explosion à nouveau. Et donc cette grenade, elle contient plus de TNT, elle contient un autre explosif qui est censé être moins dangereux, officiellement selon la propagande gouvernementale, qui s'appelle l'exocire. Donc l'exocire, c'est un mélange d'explosifs et de cire qui est utilisé notamment dans l'armée, et c'est un explosif qui s'appelle le RDX. Le RDX est utilisé notamment dans les lance-roquettes. Voilà, quand on parle de militarisation, on parle pas comme ça pour se payer de mots. Et donc cette grenade GM2L, donc vous voyez, elle a un bouchon marron. Donc si vous voyez ça, vous faites très attention, vous vous éloignez surtout. Faut surtout pas s'approcher. Et donc elle a
une explosion qui est largement comparable, voire plus dangereuse que la JLIF-4. Donc on a Christophe Castaner et le gouvernement qui ont encore fait un mensonge d'État, qui ont dit qu'ils retiraient une grenade pour en mettre en place une tout aussi dangereuse. Et cette grenade, elle est probablement plus dangereuse parce qu'elle est tirée par des lanceurs, par des fusils qu'on appelle des fusils Cougar, qui permettent de tirer cette grenade non plus à la main, de la lancer, mais de la tirer à 100 mètres ou à 50 mètres, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec des dispositifs de propulsion. Ça veut dire qu'on peut tirer loin dans un champ, par exemple, très concrètement. Et c'est probablement ce qui s'est passé à Redon avec la main arrachée. Il y a eu une main arrachée par cette GM2L en décembre dernier à Paris, en décembre, oui, 2000, à Paris, dans les manifs contre la loi de sécurité globale également. Ce sont des grenades extrêmement dangereuses, mutilantes et potentiellement mortelles. Bien sûr. Donc un autre type de grenade. Me dis pas que t'as un LBD chez toi quand même. Non, pas encore. Parce que là, quand t'as dit dérédiction, je veux bien, mais non, il y a quelqu'un qui a dit c'est du glanage. Je trouve ça très beau. Ça me rappelle le film d'Agnès Varda. Voilà. Bon bref. Pour revenir à des sujets moins rigolos, donc cette grenade, c'est la fameuse grenade de désencerclement, ce que les manifestants appellent une grenade de désencerclement. Je la mets dans la lumière pour bien la voir. Alors, c'est une grenade reconstituée, hein, il n'y a pas d'explosif dedans. Je l'ai refaite avec de la colle et de la pâte à fixe. Donc, cette grenade de désencerclement, elle est distribuée à mesure que le flashball et le LBD se déploient dans la police par Nicolas Sarkozy à partir de 2002. Et donc, ça fait partie du nouvel arsenal dit non létal. Et cette grenade, elle est composée donc de 16 plots en caoutchouc qu'on voit ici. Ça fonctionne comme une grenade militaire, une grenade à fragmentation, sauf que les fragments, c'est pas du métal, c'est des plots en caoutchouc. Et le cœur de cette grenade, c'est un cœur de TNT, donc d'explosifs. Et donc, ça projette des plots de ce type-là très violemment dans tous les sens. Pour le coup, là, c'est indiscriminé, ça part dans tous les sens. Et donc, ça peut évidemment toucher le visage, l'œil, une partie vitale. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ont perdu un œil à cause de cette grenade. Et la tête de cette grenade, vous voyez, c'est une tête comme ça, est composée de métal à l'intérieur. Donc ça, vous imaginez bien que lorsque ça part en direction du visage d'une personne, ça peut être extrêmement dangereux. Donc cette grenade, puisque on parle un peu de l'usage exponentiel des armes, cette grenade, elle a été utilisée d'abord avec une relative parcimonie, et maintenant, c'est plusieurs milliers de grenades de désencerclement qui sont envoyées, parfois dans la foule, parfois face à un groupe, parfois comme ça. Dans les quartiers, on voit par exemple des policiers tirer une grenade de désencerclement comme ça face à une ou deux personnes isolées, uniquement pour leur faire peur et leur faire mal. Alors, selon la dénomination officielle, ça s'appelle le dispositif balistique de dispersion ou le dispositif manuel de protection. Il est formellement interdit théoriquement aux policiers de l'envoyer dans une foule ou de l'envoyer en l'air. Il faut théoriquement que le policier soit en danger absolu, en danger de mort, en situation de légitime défense, en danger d'encerclement, et donc l'utiliser pour se sauver. C'est comme ça que ça a été proposé quand ça a été distribué. Aujourd'hui, il y a un usage purement punitif. Voilà. J'en viens maintenant à la dernière munition, la balle de LBD, la balle de lanceur de balles de défense. Vous voyez, ça se présente comme une cartouche, comme une balle normale. Il y a la partie qui contient de la poudre et la partie en caoutchouc qui se détache. La partie en caoutchouc, elle est comme ça. Elle se détache et elle va frapper sa cible, entre guillemets. Donc, ces balles en caoutchouc de lanceurs de balles de défense, elles sont testées à partir de 2007 en France pour remplacer le flashball, pour remplacer ce que le directeur de la police nationale appelait le fusil flashball. Le flashball, c'est une grosse arme avec deux canons qui tirent une balle ronde en caoutchouc de façon assez imprécise. C'est une arme qui est ostentatoire, qui explose au moment du tir. Avec le LBD 40, on a une arme qui est très différente. On a une arme qui se tient comme un fusil, qui ne fait pas de bruit au tir, quasiment pas de bruit, donc on ne voit pas arriver le tir, et surtout qui est doté d'un canon rayé et d'un viseur EOTech, donc d'un viseur électronique de qualité militaire qui est notamment utilisé par l'armée américaine. Avec ce viseur EOTech, on est sûr et certain de pouvoir atteindre très précisément la partie visée.
Donc tout l'enfumage médiatique, tout l'enfumage policier selon lequel ce sont des armes qui sont pas précises et qu'on n'a pas fait exprès de toucher quelqu'un à la tête, c'est faux, c'est du mensonge. Au contraire, on a offert aux policiers une arme qui est très précise, qui frappe jusqu'à 40 mètres à quelques centimètres près. Je précise enfin, en guise de propriété de cette arme-là, que c'est une arme qui est classée catégorie A, donc arme à feu à usage militaire, arme de guerre, de la même manière que la grenade GLI et la grenade GM2L. Ce sont des armes de guerre selon le classement officiel. Encore une fois, c'est pas une lubie de militants anti-violence policière de l'affirmer. L'idée de militarisation, c'est un processus. C'est pas un phénomène figé, c'est un processus qui a commencé dans les années 90 et qui continue aujourd'hui en 2021. Et donc là, depuis quelques années, on a une nouvelle munition, vous voyez, du même calibre que la munition de LBD, qui est une munition lacrymogène de 40 mm. 40 mm, c'est le standard de l'OTAN. Et donc, cette munition, elle est tirée par des lanceurs de grenades, des lanceurs qu'on appelle les Pen Arms, qui sont des armes américaines, des armes militaires, qui ont été adaptées au maintien de l'ordre et qui permettent de tirer 6 cartouches en quelques secondes. Vous voyez, avec le LBD, on avait une arme extrêmement puissante qui frappait les corps avec précision, mais qui tirait une balle par coup. Avec ce Pen Arm, on peut tirer 6 munitions de 40 mm en quelques secondes. Et c'est, vous savez, cet énorme fusil à barillet qu'on voit parfois dans les mains des CRS. Donc, cette militarisation, elle est encore en cours. Et malheureusement, vu la situation politique et sociale, il est très probable que de nouvelles armes arrivent sur le marché. Et d'ailleurs, l'État français a commandé des nouveaux LBD fabriqués en France avec des munitions plus dures à Alcetex. Page 134, tu écris dans ton livre « La guerre sécuritaire en cours est également sémantique, alors que le lexique policier semble s'insinuer dans tous les esprits et dans toutes les bouches. À l'instar de l'expression magistrale de gestion démocratique des foules, entre guillemets, pour désigner la répression, le lanceur de balles de défense est un chef-d'œuvre d'inventivité, écris-tu, à mi-chemin entre la langue bureaucratique, l'opération de marketing et la propagande policière. » Oui, la guerre sémantique elle est très importante, mais on en parlait tout à l'heure déjà. Mais Absolument. oui, tu as raison d'insister là-dessus, sur la notion de combat culturel qui est reprise par nos ennemis, et de guerre de communication. Et tu travailles pas mal là-dessus aussi. D'ailleurs, tu vas interroger Camille Chaise. Mais on voit que la police est en train de se doter maintenant de communicants professionnels pour être à même de répondre le plus vite possible à une situation de crise. Donc ça, c'est très important. Ils ont pris acte qu'ils ont perdu pour l'instant la bataille médiatique, et donc il faut s'armer médiatiquement à nouveau. Donc effectivement, dans le lexique des armes, c'est très important. Je le disais pour le dispositif manuel de protection qui sert en fait à attaquer des manifestants. C'est vrai pour le LBD qui est pas un lanceur de défense mais un lanceur d'attaque. Par définition, une arme à feu, puisque c'est une arme à feu, est une arme d'attaque. Et c'est vrai dans tout le lexique policier. Quand on parle de mortier, pour parler de feu d'artifice, quand on parle d'assaillants, de belligérants, d'ultra, pour parler de manifestants, d'habitants de quartier, etc. C'est quelque chose de systématique qu'on retrouve absolument partout, tout le temps. Il y a une guerre des mots qui est aussi importante qu'une guerre par les armes. Il y a aussi la question des médias. Je voudrais qu'on en parle à un moment donné parce que il y a une. Tiens, je vais me faire plaisir. Je vais le faire maintenant parce que là c'est la deuxième pique. Page 214. Le pouvoir des images a une place importante dans ce processus de panique collective. Alors voilà. Parce que une des autres théories, parce que je voudrais pas laisser croire avec la démonstration brillante que tu as faite des armes que tu nous as montré tout à l'heure, que le bouquin est un catalogue des armes. C'est pas ça du tout. Tu utilises ton savoir, ton expertise sur les armes pour avoir une pensée politique de ce qui se cache derrière. Et donc, une de tes pensées qui est en 4e de couverture, donc c'est assez facile de la retrouver, c'est de dire en blesser un pour en décourager 1000. Et dans cet ordre d'idées-là, ce que tu écris, c'est que le pouvoir des images a une place importante dans ce processus de panique collective. La profusion de photos et de vidéos de violences policières est ambiguë. Elle joue simultanément le rôle de révélation brute de la réalité policière, de prise de conscience nécessaire, en même temps qu'elle diffuse et amplifie le processus de peur. Les images virales partagées chaque samedi de répression sanglante pendant le mouvement des Gilets jaunes ont mis sur le devant de la scène les violences policières tout en dissuadant largement les spectateurs d'y participer.
Cette violence, un peu plus loin, là je fais une petite coupe, cette violence étalée sur notre smartphone n'aura-t-elle pas paradoxalement contribué d'une autre manière au processus de terreur que cherchent à insuffler les armes de la police? Pour l'interrogation, prendre acte ne suffit pas, comment désormais être plus fort ensemble? Ah, tu touches évidemment un point sensible chez moi. Au fond, qu'est-ce que tu parce que c'est une page un peu comme l'autre tout à l'heure où tu es très modéré. On sait pas bien au fond ce que tu souhaites, ce que tu aurais souhaité. Tu aurais souhaité qu'il y ait moins de viralité, qu'il y ait moins d'images partagées, qu'il y ait moins de. Ouais, T'as le droit, c'est une hein. question c'est une question que je me pose. Non, non, pas du tout. C'est une vraie question que je me suis posée justement pendant les Gilets jaunes, parce que, en fait, moi, ça fait des années, et avec des Armonlais, ça fait des années qu'on travaille à rendre visibles les violences policières par des images. Mhm. Et que, évidemment, on défend la pratique du cop-watching. Le cop-watching, pour ceux qui connaissent pas, c'est justement de filmer la police, de la dénoncer, etc. Et ça fait des années que moi, je suis partisan de la diffusion d'images de violences policières. Et pour cette révélation, pour ce recensement, pour rendre visible tout ça, pour potentiellement empêcher l'impunité, mais bon, malheureusement, ça c'est chimérique. C'est une question importante, vraiment, mais je n'ai pas la réponse. Et donc, avec cette profusion d'images, effectivement, il y avait ce côté très ambivalent Bien où sûr, tout le monde, bien sûr. c'est des images qui ont sauté à la gueule de tout le monde. Ben, moi, j'affectionne certains médias indépendants locaux à Nantes, etc., qui évidemment relayaient ces images-là et qui permettaient notamment de montrer la violence de la BAC, etc. C'est des vidéos qui étaient vues des centaines de milliers, parfois des millions de fois. Donc c'est important. Et en même temps, je me demandais, maintenant qu'on a réussi à faire ça, est-ce que ça pousse à gagner en force, en puissance? Est-ce que ça nourrit nos combats? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas en train d'installer, à nos dépens, un sentiment de peur générale et de dégoût et de cynisme et de regarder de façon ce qu'ils prennent dans la gueule et regarder ce qu'on Alors, risque à faire une manif. Et c'est une question que je j'ai pas la alors réponse. c'est toi Voilà. l'invité. Je vais pas répondre pour toi, mais je vais quand même te donner deux contre-arguments. Le premier, je te citerai Lénine, le camarade Lénine, hein, seule la vérité est révolutionnaire. Je dis camarade, t'as compris. Et la deuxième, je parlerai du camarade Darmanin. L'article 24, c'était quoi? C'était quand même l'idée de stopper la profusion de ces images. Encore ce matin, au Beauvau de la sécurité, il a été question de ça, si tu veux. Donc, je pense que quand même dans le camp de la répression, pour parler comme Didier Lallemand, cette question des images pose un sérieux problème. On parle de violence d'État, on dit que la police se met à défendre l'État plutôt que la population. J'ai plutôt l'impression, te dit-on dans le chat, que la police s'émancipe de la population et de l'État. Partages-tu cette analyse? Est-ce cela qui participe de son pouvoir actuel de puissance politique? Très clairement, la police est une force en voie d'autonomisation. Certains diraient qu'elle est déjà autonome, mais oui, la police. Alors, il y a une formule qui est importante, c'est que souvent on dit que la police est au-dessus des lois. C'est pas vrai. La police écrit les lois. En France aujourd'hui, c'est la police qui écrit les lois. Dans la loi de sécurité globale, la loi de sécurité globale, elle est portée par un ancien du RAID, Fauvergue, qui est un ancien flic, et elle est écrite quasiment sous la dictée des syndicats policiers qui ont mis dans la loi de sécurité globale toutes leurs envies, toutes leurs doléances. Quand la police réclame une nouvelle arme, un nouvel équipement, ils l'obtiennent. Quand les policiers manifestent armés en plein Paris ou devant des tribunaux pour intimider l'autorité judiciaire, c'est une force autonome. Quand les policiers exigent que la classe politique vienne manifester dans une manifestation factieuse face à l'Assemblée nationale et que la moitié des représentants de la gauche y vont, là on a une force politique qui s'est créée, qui est capable d'intimider la classe politique, la justice et tout un tas de contre-pouvoirs. Alors, il y avait une phrase qui avait fait scandale, là, c'est la chanteuse Camélia Jordana qui avait dit « j'ai peur de la police ». Vous voyez, on en est rendu là quand quelqu'un d'un peu célèbre dit ça, il y a des syndicats policiers qui lui tombent dessus. Moi, j'ai envie de dire que non seulement on a peur de la police, mais le gouvernement a peur de la police. Darmanin a peur de ses hommes. Macron a peur de sa police. On a une force, une garde prétorienne en quelque sorte, qui s'est autonomisée, qui impose son agenda politique à la politique française.
Comment analyses-tu la manif des policiers du mois de mai dernier devant l'Assemblée nationale et aussi le ralliement, la présence physique de leaders politiques de tous bords politiques, quasiment tous bords? Eh ben c'est important de le dire. Je l'ai dit un petit peu il y a quelques minutes, mais c'est un tournant politique pour moi. C'est un tournant politique très important. C'est-à-dire que les agitations un petit peu grotesques du syndicat Alliance, qui est un syndicat d'extrême droite, les outrances de ses représentants, etc. C'est une chose qui est inquiétante, hein, qui doit nous inquiéter, puisque ces gens-là sont armés, payés par l'État et assermentés, je le rappelle. Mais alors que la plupart des leaders politiques, que Darmanin y aille, c'était déjà grave, hein, qu'un ministre de l'Intérieur se joigne à des policiers dans une manif, c'est déjà grave. Darmanin étant un homme issu de l'extrême droite et toujours d'extrême droite aujourd'hui, c'est finalement pas si étonnant et inquiétant. Que des représentants des écolos, du Parti communiste et du PS, et je rappelle que Faure du Parti socialiste a carrément été plus loin en disant qu'il fallait quasiment, j'ai plus la citation exacte, mais que ce soit quasiment les policiers qui administrent les peines. Là, on est sur des personnes qui tiennent une rhétorique lepéniste. Hein. Il y a 20 ans, ils auraient été chez Le Pen, ces gens-là. Aujourd'hui, Et, c'est des représentants de la gauche française. C'est un vrai tournant. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Et vraiment, là, il faut secouer le cocotier, hein, pour les gens qui votent encore et qui se considèrent encore comme de gauche. Ce qu'ils ont fait là est grave, est très très grave. je crois que Olivier Faure s'était un peu rattrapé le lendemain ou le soir même, il avait compris qu'il avait un peu déconné. Il était allé un petit peu loin, un petit peu loin. Euh, Un vrai tournant vers, c'est peut-être une date, je le souhaite pas, mais si dans quelques années on bascule réellement dans un régime autoritaire de type fasciste, ce sera une date importante, ça. Le ralliement de la gauche à une manifestation d'extrême droite face à l'Assemblée pour réclamer les pleins pouvoirs à la police, c'est un événement grave, historique, qui est déjà oublié là dans la vague d'indignation quotidienne, mais c'est ce qui s'est passé est notable. le dernier chapitre, tu abordes des souhaits, des pistes, à explorer. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes pour faire face à cette militarisation? Alors, merci beaucoup de poser la question parce que souvent on se borne aux constats et les constats ils sont déprimants, ils sont tristes, ils sont terribles et je ne veux pas, comme après avoir visionné des vidéos de violences policières, en partir avec un goût amer dans la bouche et finalement un sentiment de défaite. Donc merci. Donc la question des pistes. La première des pistes, celle qui me concerne le plus, c'est casser l'atomisation. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la propriété de ces armes, c'est comme tu l'as dit, en frapper un pour en terroriser 100. Et donc Non, non, après, c'est toi qui l'as dit. Et je le reprends bien volontiers, surligné, comme tu l'as oui. surligné. Voilà. Donc c'est d'en frapper un pour en terroriser 100. Et donc souvent, quand on se retrouve blessé, on se retrouve finalement tout seul à l'hôpital, tout seul avec sa peine, tout seul avec sa blessure, et en plus avec tout un discours intériorisé souvent et médiatique aussi de il l'a bien mérité. Et si sa blessure est grave, c'est qu'il a fait quelque chose de grave. Vous voyez, il y a une équivalence assez mortifère, assez terrible. Et donc, ces armes, elles ont pour propriété vraiment d'isoler les gens, de les atomiser, de leur dire rentre chez toi et ne recommence pas. Et donc, la première piste, c'est casser cette atomisation, faire se rencontrer les personnes touchées, faire se rencontrer également les personnes traumatisées. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir été gravement blessé. Parfois, on est juste marqué, traumatisé par ces armes-là. La deuxième idée, c'est euh, repeupler les imaginaires, j'ai envie de dire. Et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la propagande policière omniprésente. Dans le genre propagande policière, il y a par exemple le film BAC Nord en ce moment à la télé. On est censé pleurer sur des agents de la BAC qui ont fait des détournements et des Euh, voilà. alors, il y a un critique de cinéma, un dénommé Alexandre B. Hein. Alexandre, je sais pas si t'as vu passer ça, hein, qui a tweeté hier. Hein, c'était sa façon à lui de préparer son procès. Que quand même, Bac Nord, c'était autre chose que ma daube, péquisien sage. Voilà, là, j'avoue, là, C'est un beau compliment pour toi. je rends les, ouais, voilà. Et il y a une partie qui est moins gentille et plus matérielle, pour le coup, qui est bloquer la logistique policière. Et là-dessus, c'est important. C'est important. C'est que toutes les armes que je vous ai montrées tout à l'heure, elles sont produites quelque part. On l'a dit, elles sont produites dans des usines, dans des entreprises françaises qui d'ailleurs exportent massivement leurs munitions. 80% de la production de Nobel Sport qui fabrique les grenades lacrymogènes, ça part à l'export.
Par exemple, les grenades tirées au Liban récemment, elles étaient fabriquées en France. Et donc, On salue au passage le travail de Maxime Régnier sur son site maintiendelordre.fr, bah je voilà. crois. Oui, c'est vrai qu'il a fait un grand boulot de recensement et donc voilà, vous avez même plus d'infos que je peux en donner là-dessus sur ce business. Ouais, où il a retrouvé à travers des photos, des vidéos, traces des fabrications françaises à l'étranger, des armes de fabrication française utilisées par des polices en Afrique, en Amérique du Sud, Partout. un peu partout. Vous en avez en Afrique de l'Ouest, vous en avez dans les dictatures du Golfe, vous en avez partout. Donc cette logistique-là, voilà, faire prendre conscience que cette répression, c'est pas quelque chose d'immatériel qui nous tombe sur la gueule une fois qu'on est réprimé. Il y a une logistique, et donc que cette logistique, on peut la bloquer. Il suffit d'encercler, d'aller bloquer ces usines-là. Et donc ça, c'est une vraie idée parce que c'est des usines classées Céveso. Hein, d'après mes informations, si on l'encercle, je parle même pas de la prendre d'assaut, l'encercler, ça stoppe la production. Est-ce qu'il y a peut-être un point clé que je n'aurais pas abordé, que tu voudrais balancer, ou sinon Non, non, vraiment, je te juste libère. merci beaucoup à toi pour l'invitation, merci à toutes les personnes qui ont suivi. Je pense que j'ai pas pu, je vois pas vos questions là, c'est trop petit, mais je pense que j'ai pas pu répondre à toutes. Alors n'hésitez pas à venir, je vais présenter le livre dans tout un tas de villes, donc n'hésitez pas à venir me les poser directement. Et faites lire le bouquin. C'est, comme je disais, une boîte à outils. Voilà, le meilleur cadeau, ce serait que ça puisse nourrir des envies de résister, des envies de créer, des envies de se mobiliser, et que ça éclaire la compréhension du phénomène policier actuel.